Docteur Robert, bonjour, merci de Bonjour. nous rejoindre. Vous êtes PH à la Timone et au centre Henri Gastaut. Ce matin, vous nous avez parlé des épileptomes. Qu'est-ce que les épileptomes? Alors les épileptomes, je pense que c'est un mot très uberfeldien, c'est Gilles qui en parle beaucoup. En fait, ça recouvre les tumeurs épileptogènes plutôt bénignes comme les tumeurs dysembryoplastique neuroépithéliales et les gangliogliomes. Donc les tumeurs bénignes plutôt, qui sont épileptogènes. Alors est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières? Alors les caractéristiques, c'est elles se révèlent chez l'enfant ou l'adulte jeune. Elles sont bénignes dans la très grande majorité des cas. Certaines peuvent voir une évolution en termes de volume, en termes de prise de contraste, et en particulier les gangliogliomes peuvent évoluer, même si c'est rare. Ils peuvent évoluer, notamment après une grossesse chez la femme. Ils peuvent évoluer et prendre des caractéristiques anaplasiques. Mais globalement, il faut quand même retenir que c'est des lésions qui sont bénignes, mais qui posent problème du fait de leur épileptogénicité. Et elles peuvent être assez fréquemment et souvent évoluer vers une pharmacorésistance. Est-ce qu'il y a des localisations plus épileptogènes que d'autres? Probablement pas. Moi, quand j'avais fait ma thèse de médecine sur les dinettes et les gangliogliomes, à l'époque c'était à Strasbourg, les groupes pharmacosensibles au terme du suivi et pharmacorésistants avaient des différences significatives en termes d'âge de début et de localisation. Pour répondre à votre question, les épilepsies du lobe temporal, que ce soit dinette ou gangliogliome, étaient plus fréquemment d'évolution pharmacorésistante. Est-ce qu'il y a une prise en charge thérapeutique spécifique de ces tumeurs bénignes épileptogènes? Non, ce n'est pas spécifique, il n'y a pas de standardisation, de protocolisation. La première approche est médicamenteuse, mais on sait qu'au bout de plusieurs essais médicamenteux, le risque, plutôt la chance que notre patient devienne libre de crise, diminue très fortement. C'est Martine Brody qui l'avait montré en 2000 avec Patrick Kwan, et au bout du 4e antiépileptique, la chance pour notre patient de devenir libre de crise est quasiment virtuelle. Donc c'est dans ces cas-là qu'il faut envisager une option différente pour essayer de faire mieux, en peut-être faisant un bilan préchirurgical non invasif ou invasif avec des électrodes intracérébrales, voir si on peut opérer ce patient d'une chirurgie classique, d'une radiochirurgie, ou éventuellement faire des thermocoagulations au cours des explorations invasives qui sont déjà une première approche thérapeutique. Et parmi les tout nouveaux antiépileptiques qui sont sortis au cours de ces dernières années, il y en a eu quand même quelques-uns, il n'y en a pas un qui se détache et qui est plus efficace que les autres dans votre pratique quotidienne? Non, à l'échelle de groupe, non. Et c'est vrai que depuis qu'on a vu l'émergence de nouveaux antiépileptiques, le taux de patients pharmacorésistants est resté stable. Ça reprend un petit peu les constatations de Martine Brody qui disait qu'il ne faut pas retarder le bilan préchirurgical. Après, pour ce type de tumeur, il y a peut-être aussi un certain degré de pharmacorésistance surajouté parce que les tumeurs en elles-mêmes le tissu surexprime des transporteurs multidrogues qui limitent la pénétration intracérébrale des antiépileptiques. Et ça a été démontré pour les modèles murins, pour tous les antiépileptiques que l'on utilise actuellement, le valproate, la carbamazépine, le lévétiracétam, la lamotrigine, etc., même topiramate. Donc il y a une limitation liée à cette surexpression de transporteurs multidrogues dans le tissu des épileptomes. Merci infiniment. Merci à vous.